Très bon début de semaine à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro du Journal de l'économie. Nous démarrons bien évidemment avec un aperçu du menu. Au sommaire de cette édition, la méfiance de la Banque centrale nigériane. Elle a maintenu son taux d'intérêt de référence à 14%. Niveau record pour les exportations de légumineuses en Éthiopie. Elles ont atteint 340 000 tonnes. Enfin, les perspectives économiques de l'Afrique subsaharienne sont en légère hausse en 2018 selon le Fonds monétaire international. La Banque centrale du Nigeria a maintenu son taux d'intérêt de référence à 14%. Ce statu quo est motivé par le fait que l'économie nigériane reste menacée par des tendances inflationnistes, ce qui n'est pas pour rassurer la Banque centrale nigériane alors que la sortie du pays de la récession est effective depuis 2017. Malgré le ralentissement des taux d'inflation, la Banque centrale nigériane a opté pour le maintien de son taux d'intérêt de référence à 14%. L'objectif est d'atteindre un taux d'inflation à un chiffre, d'accélérer la croissance économique et de rétablir la confiance des investisseurs de manière à consolider les flux de capitaux étrangers. Cette décision de la Banque centrale nigériane, qui vient déjouer tous les pronostics, intervient dans un contexte où le pays est sorti de la récession en 2017, entraînant ainsi une baisse du taux d'inflation. Une tendance qui s'explique par la reprise de la production de brut et le rebond des prix mondiaux du pétrole. Toute chose qui ne semble cependant pas avoir rassuré la Banque centrale nigériane qui décèle encore de sérieux risques d'inflation. En effet, le taux actuel de 12,48% demeure loin de l'objectif à un chiffre que s'est fixé la Banque centrale. Autre source d'inquiétude, le retard pris par le vote du budget 2018. La Banque centrale reste toutefois confiante par rapport aux mesures de consolidation de la monnaie mises en œuvre par le gouvernement de Mahamadou Bouhari, notamment les guichets de change. L'Éthiopie a exporté en 2016-2017 340 000 tonnes de légumineuses, soit 32 000 tonnes de plus que la saison précédente. Il s'agit d'un nouveau niveau record après les 318 000 tonnes expédiées en 2012-2013. Grâce à cette performance, le pays a fait rentrer 255 millions de dollars de recettes en devises au cours de cette période. Les principaux produits exportés sont le haricot rouge sec et le pois chiche. Parmi les destinations phares figurent le Pakistan, le Kenya, l'Inde, Yémen et la Russie. Il faut préciser qu'en Éthiopie, les légumineuses occupent le 3e rang en termes de devises générées après le café et les oléagineux. Le pays est le second producteur mondial de févérol et le 6e fournisseur de pois chiches de la planète. Le Ghana entend multiplier les initiatives pour booster sa filière cajou. D'ici la fin du mois de juin, le pays mettra en place un conseil du développement de l'anacarde. Il entend aussi distribuer 2,7 millions de plants d'anacarde destinés notamment à être cultivés sur 13 400 hectares de terre. En outre, les producteurs seront appuyés sur le plan technique par 900 agents de vulgarisation agricole. Je le disais en titre, le représentant résident du Fonds monétaire international au Bénin a initié la semaine dernière une rencontre d'échange avec la presse à Cotonou. Au menu des échanges, l'édition d'avril 2018 des perspectives économiques régionales. Les deux parties ont débattu des nouveaux développements économiques de la zone Afrique subsaharienne. Voici les images. La croissance économique de l'Afrique subsaharienne s'affiche dans le vert en 2018. C'est ce qui ressort des échanges que le représentant résident du FMI au Bénin a eu avec la presse. Karim Baroumi a présenté un tableau plutôt rassurant des perspectives économiques régionales. L'Afrique subsaharienne
présente une croissance en légère hausse. En 2018, elle présente une légère hausse et la croissance s'accélère dans 2/3 des pays. Cette croissance reste toutefois fragile, étant donné que 40% des pays à faible revenu de la région sont en situation de surendettement ou présentent un risque élevé de le devenir. D'où cet appel à réduire les vulnérabilités à travers des réformes. Si il n'y a pas de réforme, si les politiques économiques restent inchangées, la région continuera à croître avec 4%, et ce qui est malheureusement insuffisant pour que l'Afrique subsaharienne atteigne ses objectifs de développement durable, parce que nous allons avoir une croissance de moins de 1% par habitant. Pour inverser la tendance, certains pays ont opté pour l'assainissement des finances publiques. On remarque qu'il y a un progrès de l'assainissement public, et on a remarqué que le solde des finances publiques s'est amélioré en moyenne de 11% entre 2014 et 2017. Cette démarche devrait aider l'Afrique subsaharienne à maintenir le cap de la croissance en 2018, mais aussi à retrouver une croissance durable, vigoureuse et inclusive à moyen terme. Et pour boucler cette édition, direction la Guinée pour nous intéresser au plan national de développement économique et social 2016-2020. Et c'est bien sûr avec notre chroniqueur Casimir Pédior qu'on retrouve juste après une petite pause. Bienvenue à vous, Casimir Pédior. Bonjour, Inès. Alors, comment se porte aujourd'hui l'économie guinéenne après l'épidémie d'Ebola et la chute des prix des matières premières ? Selon le gouvernement guinéen et selon le système des nations, notamment le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, la Guinée reprend progressivement ses embellies économiques après donc la pandémie à virus Ebola et la crise donc économique qui a secoué le monde entre 2014 et 2017. La Guinée aujourd'hui est en train progressivement, donc comme je l'ai dit tantôt, de reprendre ses embellies avec un taux de croissance de son produit intérieur brut en 2016 qui s'affiche à 0,7% selon donc les données statistiques. En 2017, le pays a fait un peu moins que cela, soit 6,6% de taux de croissance, et pour 2018, c'est annoncé 6% de taux de croissance selon donc les statistiques, ce qui prouve véritablement que le pays est en train de reprendre, même si le taux de croissance connaît un recul d'année en année. Il faut également dire que la Guinée d'aujourd'hui, c'est cette Guinée qui a repris avec le secteur industriel, notamment la transformation structurante de ces matières premières, notamment la bauxite, qui aujourd'hui ne serait plus exportée de façon brute vers donc ses partenaires. L'autre chose aussi qu'il faut noter, c'est que la Guinée a compris à tirer bon profit donc de ces crises-là, surtout la crise économique, la crise donc du prix du pétrole qui a affecté donc le prix des matières premières. La Guinée a donc décidé d'offrir une autre santé à travers l'agriculture à son économie, et ceci pour véritablement employer la jeunesse guinéenne qui aujourd'hui ne trouve pas d'emploi et qui pour le peu donc que les statistiques témoignent au niveau du pays, aujourd'hui est autour de 70% de taux de chômage et de sous-emploi. Il va falloir véritablement que le pays puisse trouver donc le mécanisme, et je crois que c'est ce qu'explique le plan national de développement économique et social 2016-2020. Justement, ce plan qui s'étale sur la période 2016-2020 va servir à quoi exactement en Guinée ? Alors, première chose, la Guinée met un point d'honneur sur la production de l'énergie électrique. Environ 550 MW seront issus donc de la centrale de Souapiti au niveau donc du pays pour véritablement compenser les 400 MW de déficit au niveau du pays. On annonce les PME, les PMI véritablement profiteurs donc de cette renaissance de l'énergie au niveau du pays. Déjà, la société qui devrait garantir d'ici 2019 cette capacité énergétique a déjà travaillé pour donner en 2015 une capacité de 200
40 mégawatts au pays. Et donc aujourd'hui, la Guinée est en train de tourner définitivement dos à la question donc, de la dépendance énergétique au niveau du pays. En plus de ça, il y a l'agriculture, je l'ai dit tantôt, l'agriculture aujourd'hui qui retient beaucoup plus d'attention au niveau des gouvernants parce que les autorités guinéennes et aussi les agriculteurs ont compris aujourd'hui que nourrir le Guinéen déjà à travers donc, la main-d'œuvre locale est une chose qui pourra sortir désormais le pays de l'ornière de la pauvreté car on continue de le dire, la Guinée aujourd'hui c'est 55% de sa population qui vit en dessous donc, du taux de pauvreté. Donc les Guinéens n'ont suffisamment pas de quoi se nourrir aujourd'hui. Il va falloir travailler pour que l'agriculture puisse renaître. Et je crois que le plan national de développement économique et social y a pensé et environ 60% de la mobilisation des investissements, que ce soit interne ou externe, seront réservés donc à compenser donc ce déficit au niveau de l'agrobusiness. Kazmi Pedjo, la réalité en Guinée est que l'inclusion économique est encore loin d'être une réalité. C'est vrai, Inès, il faut le dire, la Guinée n'est donc pas ce pays qui aujourd'hui offre ce qu'on appelle l'inclusion économique au niveau des entreprises. Aujourd'hui, il est très difficile pour les petites et moyennes entreprises et les petites et moyennes industries de la Guinée de trouver le financement qu'il faut pour véritablement développer leurs initiatives. Et donc, la question du financement des entreprises se pose avec acuité au niveau du pays et véritablement le programme y pense beaucoup pour véritablement accompagner. L'autre chose aussi, l'autre mécanisme que le gouvernement compte mettre sur pied, c'est le partenariat, c'est l'amélioration du climat des affaires pour garantir le partenariat public-privé et aussi favoriser entre donc PME et PMI la bonne collaboration, que ce soit les PME PMI locales ou les PME et les PMI étrangères pour véritablement permettre donc aux entreprises en Guinée de pouvoir disposer donc de la manne financière pour véritablement se développer. Je crois que ceci aussi fait partie intégrante du document. Reste à savoir si ce qui est dit dans les documents seront véritablement mis en œuvre sur le terrain pour que véritablement la Guinée puisse trouver un bouée d'oxygène afin de véritablement relancer son économie. Et que dire des projets structurants du pays? Alors les projets structurants du pays sont énormes. On annonce par exemple 50 projets au niveau de l'agrobusiness, au niveau de l'agriculture. On annonce également, je l'ai cité, au niveau de l'énergie, beaucoup donc de chantiers tels que la construction donc d'usines de transformation de la bauxite au niveau du pays. On annonce également la Chine qui est le premier partenaire qui promet 20 milliards de dollars en termes donc de relance de l'économie, même si ces 20 milliards seront répartis sur 20 années. Il faut déjà dire que la Guinée quand même trouve un mieux-être à travers donc ces nouveaux partenaires. Et l'autre chose, c'est que le gouvernement guinéen, pour le compte donc des 5-10 prochaines années, est allé en novembre dernier à Paris mobiliser donc les partenaires techniques et financiers pour trouver le financement. Soit au total 20 milliards de dollars ont été donc promis au gouvernement guinéen en termes d'accompagnement donc au niveau donc du vieux continent. Je vais parler de l'Europe pour véritablement faire développer l'économie guinéenne après donc tout ce qui a été vu passer ces derniers temps en termes de contre-performance au niveau du pays. Finalement, Kazmi Pedjo, le défi sera-t-il relevé pour 2020? Bien sûr, le défi pourra être de relever si véritablement l'épidémie d'Ebola ne revient pas, parce qu'on annonce encore des foyers au niveau du continent africain en termes de renaissance, enfin en termes de reprise. Donc, en RDC notamment? En RDC notamment. Et donc toutes les prières seront véritablement en faveur de la Guinée pour que l'épidémie ne revienne pas. Et si également les autorités guinéennes mettent en pratique les politiques macroéconomiques, notamment en termes de réduction des dépenses publiques et surtout de la bonne gestion des finances publiques, je crois que 2020 ou 2025 seront donc des années, seront donc des échéances où la Guinée pourra faire compter d'elle en termes de croissance au niveau du continent. Merci beaucoup Kazmi Pedjo, merci pour toutes ces explications. On se donne rendez-vous mercredi prochain dans un nouveau numéro. Toujours avec le même plaisir. Voilà, vous l'avez compris, chers amis téléspectateurs, ce sera tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir été là. Merci aussi de rester en notre compagnie.